En affirmant avoir trouvé la pratique de l'esclavage lors de son intrusion en Afrique, l'homme blanc sait qu'il ment. Ce mensonge, transmis de siècle en siècle, permet à ces génocidaires non seulement de faire un transfert de responsabilité, mais aussi de préserver un semblant de bonne conscience afin de justifier leur action inhumaine envers des peuples exterminés, exploités, rabaissés et réduits à l'état d'un bien meuble, transmissible par héritage. Mais la réalité est têtue. Comme il est écrit dans le livre Personal MBA, je cite, « Les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les ignore. » Ceci dit, l'histoire, même si généralement racontée par l'historien du chasseur, nous conduira obligatoirement vers celui ou celle qui est chassé et donc inconsciemment à l'histoire originelle, à savoir l'inexistence de la pratique esclavagiste en Afrique pré-islamique et pré-chrétienne, ni entre ces peuples, ni sous aucune forme. Ses danses nous les démontrent, sa pensée nous les démontre, sa sculpture nous les démontre, sa vision du monde nous les démontre. Il nous conviendra donc, dans cette première partie de la vidéo, de démontrer par le biais de sa spiritualité, ses danses, sa sculpture, l'inexistence de la pratique esclavagiste en Afrique précoloniale, puis de définir le mot esclave tout en donnant son origine. Nous allons aussi répondre à la question de un captif est-il un esclave? En deuxième partie de la vidéo, nous allons démontrer le mensonge des textes arabo-musulmans et judéo-chrétiens affirmant l'existence de l'esclavage en Égypte antique et donc en Afrique. Et enfin, en troisième partie de la vidéo, nous allons démontrer que l'intrusion de la culture esclavagiste arabo-musulmane du 7e au 19e siècle, puis judéo-chrétienne du 15e au 19e siècle, a engendré au sein des sociétés vitalistes négro-africaines qui ne connaissaient pas l'esclavage une société nouvelle. Cette rupture historique a progressivement ancré, génération après génération, l'idée fausse selon laquelle les Africains auraient vendu leurs propres frères. Et comme tu le sais, ici, nous utilisons les connaissances des livres de qualité. Ajoutez à ça des faits historiques, vérifiables, palpables, pour asseoir notre argument. Et donc, pour cette vidéo, nous avons utilisé le livre La traite des Blancs, génératrice des traites des Noirs de Logosa. Aussi, Bwemba Bong, quand l'Africain était l'or noir de l'Europe. Nous avons aussi utilisé le livre de Kémy Séba, Philosophie de la panafricanité fondamentale. Aussi, Paroles de masque de Alphonse Thiraud, qu'on ne présente plus. Nous avons utilisé aussi le livre de Tidiane, Génocide voilé, le livre des morts, et maintenant, l'islam est-il une religion pour les Noirs? L'origine biblique du racisme anti-noir et Médouneter, parole du créateur de Dumbi Fakoli. Sans plus tarder, commençons.
Fixons les bases dès le début. Il faut savoir que dans la plupart des cas, le sort réservé à l'être humain est toujours dépendant de l'idée qu'un peuple s'est fait de la mère père primordiale ou alors du Créateur et de ses commandements. La vision africaine pré-islamique et pré-chrétienne affirme que l'être humain, tout comme l'ensemble de la création, constitue une parcelle émanée du Créateur. En d'autres termes, le Créateur est parcelle et totalité. L'on parle alors de monopolyforme. Faute de compréhension et d'escroquerie intellectuelle, les religions dites révélées ont qualifié cela d'idolâtrie. D'ailleurs, c'est ce qui deviendra l'un des fondements idéologiques de la mise en esclavage en Afrique subsaharienne, suivi de la destruction systématique de ces savoirs ancestraux. Nous y reviendrons plus loin. Du fait donc de sa conception vitaliste, toute la création est animée par une étincelle divine. Et cela me rappelle ce que j'ai lu dans le livre Héritage volé de George James. Tous ces philosophes des Lumières, les philosophes grecs et tout ça, qui sont les élèves de nos ancêtres, lorsqu'ils affirment ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais c'est scientifique, vous êtes des génies. Mais lorsque ce sont les ancêtres qui disaient ça, ou alors les peuples négro-africains qui disaient ça, on dit, tu associes Dieu. C'était juste une parenthèse. Revenons sur notre sujet. Du fait donc de sa conception vitaliste, toute la création est animée par une étincelle divine. Elle est donc sacrée car elle est Dieu lui-même. Autrement dit, elle est l'expression de la vie. D'ailleurs, tout l'univers artistique négro-africain nous enseigne le caractère sacré de la vie. Prenons 3 cas de figure. 1. La danse. La particularité des danses communément appelées africaines est l'ancrage. Cet ancrage manifeste l'unité avec le cosmos et reconnaît que le corps est inséparable de l'univers. Il constitue fondamentalement une étincelle divine. Car la montée au centre du macrocosme ne peut réellement s'effectuer que par la descente au centre du microcosme qu'est le corps. C'est pourquoi, en Afrique, danser, c'est vivre. Danser, c'est célébrer la vie. 2. Sa sculpture. Dans l'univers du masque africain, la sculpture joue un rôle pédagogique et nous enseigne que la spirale sous forme des coquilles d'escargot sur des visages de masques symbolise la réincarnation et donc la vie. De même, la flexion du genou sur des statuettes signifie que la figure respire. Elle est souple et vivante. En somme, elle incarne la manifestation de l'invisible dans le visible, qu'est la danse et donc la vie. 3. Les textes sacrés négro-africains. Ils constituent les premiers écrits spirituels de l'humanité, rassemblés en 192 chapitres, dans ce que la traduction française nomme injustement le livre des morts, originellement appelé le livre de la sortie à la lumière du jour. En parcourant les 192 chapitres, nulle part nous ne voyons la mention d'une mise en esclavage d'un peuple par un autre, ni la prétendue malédiction
d'un peuple, ni la déclaration de guerre comme un acte divin, etc. Ce que l'on y retrouve, c'est l'enseignement de la victoire de la vie sur la mort, car la vie est éternelle. D'où la réincarnation, vue comme le processus de purification de l'âme en passant par le corps. Parce que l'être n'est que le fruit du fluide universel. Autrement dit, la vie elle-même. Nous voyons donc, de par sa vision vitaliste du monde, sa spiritualité, sa pensée, nul ne devait flétrir Dieu au nom de Dieu lui-même, ni détruire Dieu en détruisant l'autre. Aucun être humain n'était alors autorisé à en rabaisser un autre, pire, à le réduire à l'état d'un bien meuble. Autrement dit, l'esclavage n'était en aucun cas une pratique endogène aux sociétés africaines précoloniales. Voilà pourquoi les vaincus de guerre n'étaient pas réduits en esclavage, mais devenaient des captifs. Ce qui nous amène donc à la suite, à savoir définir le mot esclave et savoir si un captif devenait automatiquement un esclave. Aussi, donner l'origine du mot esclave. Let's go. L'esclave est une personne sans droit, dépourvue de toute personnalité et réduit à l'état de choses, avec le statut juridique d'un bien meuble. Son destin est d'être exploité, à savoir que l'objet de son appropriation est d'être une source de profit pour son maître. Et cette dernière condition, elle est très importante car elle nous permet de distinguer le captif d'un esclave. Pourquoi? Parce que le captif de guerre connaît plusieurs sorts. Il peut avoir plusieurs sorts. 1. Être tué ou destiné à l'être, auquel cas il n'est pas un esclave. 2. Être un otage destiné à être libéré contre rançon ou destiné à être échangé contre un autre captif, auquel cas il n'est pas non plus un esclave. 3. Le captif de guerre peut aussi finir comme otage de la société vainqueur au sein de laquelle il est contraint de vivre désormais. Et cette pratique était courante dans l'espace subsaharien pré-islamique et pré-chrétienne. Prenons un exemple concret que nous rapporte El-Bekri. Nous allons à la page 490. C'est le livre Traite des Blancs génératrice des traites des Noirs de Logosa. Donc, page 490. Nous lisons. El-Bekri rapportait le cas de l'Empire du Ghana au XIe siècle. Il cite « Il s'agit des El-Faman, descendants des troupes arabes omeyyades, vaincus, qui avaient, au 8e siècle, attaqué l'Empire et tenté de s'en emparer pour lui imposer l'islamisation par les armes. » Bekri soulignait que ces personnes vivaient libres dans l'Empire du Ghana, où, outre qu'ils avaient conservé leur identité, us et coutumes, jouissaient de tous les droits reconnus aux autochtones. Ils vivaient d'ailleurs séparés de ces derniers et pratiquaient l'endogamie. Donc, ce qui fait que l'équation captif égale automatiquement esclave que posent certains historiens est erronée. Pourquoi? Parce que un captif
doit automatiquement, obligatoirement passer par plusieurs schémas pour être esclave. Alors, comme le dit le schéma qui est ici, c'est marqué un captif, de captif à esclave. Donc, le captif, il doit passer par la traite, la vente, par l'aliénation, c'est-à-dire étranger à lui-même, par la possession, c'est-à-dire il devient un objet, un bien meuble, et l'exploitation, c'est-à-dire la main-d'œuvre gratuite. Donc, voilà comment un captif devient donc un esclave. Pour répondre donc à la question, est-ce qu'un captif est-il un esclave? Non, un captif n'est pas un esclave. Et toute société faisant des captifs n'est pas une société à esclaves. Donc voilà. Maintenant, s'agissant de l'origine du mot esclave, j'ai fait une vidéo concernant cela que je vous mets à la suite. Servus sclavus, sclavus slave, slave esclave. Et pourtant, lorsqu'on entend le mot esclave, l'imaginaire collectif pense immédiatement au peuple négro-africain, en supposant que l'esclavage institutionnel ou ponctuel faisait partie de leur société pré-islamique et pré-chrétienne. Or, c'est totalement faux. Dans la Rome antique, servus désignait l'esclave du sexe masculin. Ancilla désignait l'esclave du sexe féminin. Et mancipium désignait l'esclave comme un simple objet de propriété. Au Moyen-Âge, entre le 5e et le 10e siècle, le mot servus était généralement utilisé pour parler des esclaves en Europe. À partir du 10e siècle, en Allemagne, un nouveau terme apparaît, le mot sclavus, plus principalement dans les diplômes de l'empereur Otton Ier. Dans ce document, sclavus prend le sens de esclave. Or, à l'origine, sclavus signifie slave, désignant le peuple de l'Europe orientale. Pourquoi ce glissement de sens? Parce que les peuples slaves furent massivement réduits en esclavage pendant des siècles en Europe. Et donc, petit à petit, le mot sclavus remplaça servus et donna esclave en français dès le XIIIe siècle. D'où ma formulation servus, sclavus, sclavus, slave, slave, esclave. Ce qui démontre la pratique esclavagiste des leucodermes contre eux pendant des siècles avant d'exporter et d'imposer cela en Afrique.